Avant de commencer, la discrétion du spectateur est conseillée. Cette vidéo est uniquement à des fins éducatives et de divertissement. New York, 9h12. Dans la salle d'audience glacée du Southern District, on entend soudain un cliquetis métallique. C'est Diddy qui ajuste les menottes encore serrées à ses poignets. Son regard fixe la moquette anthracite, comme s'il espérait y trouver une issue discrète. Quand le juge donne l'ordre de diffuser l'audio clé, la bande grésille et la voix de Jay-Z résonne. Instantanément, les épaules de Diddy s'affaissent. L'homme au sourire de velours se mue en statue de sel. Quelques jurés retiennent des exclamations. Dans la salle, on sait que plus rien ne sera comme avant. L'audio révèle la complicité tacite entre deux mastodontes et l'empire qu'ils ont bâti devient soudain fragile comme du verre. Si même Jay-Z apparaît dans ces enregistrements, alors quelles autres bombes restent à découvrir? Dès 1914, on les surnomme les Twin Kings. Diddy, le visionnaire de Bad Boy Records, Jay-Z, le conteur de Marcy Projects qui transforme chaque punchline en lingot. Ensemble, ils redistribuent les cartes de Money Ain't a Thing aux after-parties du Madison Square Garden. Ils dictent les tendances et les tarifs. À Miami, on raconte qu'une simple apparition du duo fait doubler le prix des tables VIP en 10 minutes. En 2019, pour le 50e anniversaire de Diddy, la villa surplombant Beverly Hills se couvre de lumière champagne. Jay-Z lui tend un micro orné d'un diamant symbolique, frère pour toujours. L'instant immortalise l'apogée de leur alliance, sans que personne n'imagine la face cachée de cette fraternité. La brèche va s'ouvrir là où personne ne s'y attendait. Cassie, chanteuse au timbre soyeux, croise Diddy en 2007. Il devient son mentor, son producteur, puis son compagnon. 11 ans passés dans un huis clos luxueux mais truffé d'ombre, nuit blanche émaillée de cris, freak-offs, filmés à son insu, menaces répétées de fuites de vidéos compromettantes. Le 16 novembre 2023, elle dépose une plainte bulldozer, 35 pages, 178 paragraphes, 29 années de prison potentielle pour Diddy. Elle y détaille des soirées où 10 bouteilles de baby oil disparaissent en 1 heure, où les invités signent des NDA avant même de retirer leur manteau. Les greffes new-yorkaises croulent sous les dépôts. Jane Roe, ex-mannequin de 17 ans en 2003, décrit un guet-apens dans une suite du Four Seasons. Rodney Lil Rod Jones, producteur, confesse avoir géré l'éclairage de scène qu'il préférerait oublier. Tony Busby, l'avocat texan connu pour faire plier BP, annonce 120 clients, hommes et femmes, 25 mineurs à l'époque des faits. Les demandes s'appuient sur le Gender Motivated Violence Act de New York qui rallonge les délais de prescription. Résultat, des faits datant des années 90 refont surface, comme si le temps avait attendu son heure pour frapper. Et soudain, le nom de Jay-Z rejaillit comme un coup de tonnerre. Octobre 2024. Jane Doe, 37 ans, modifie sa plainte. Jay-Z aurait participé avec Diddy à l'agression d'une fille de 13 ans après les VMA 2000. La presse s'enflamme. De Brooklyn à l'abîme, Jay-Z riposte depuis le siège de Roc Nation. Communiqué de 6 pages, attaque frontale contre l'avocat Busby, demande d'enquête pénale plutôt que civile. Les médias exhumant ses dons caritatifs pour l'éducation tentent de contrebalancer. En février 2025, l'affaire se dégonfle. La plaignante retire sa plainte avec préjudice. Pourtant, le mal est fait. Les Giga Conspiracy Threads prolifèrent sur Reddit, mêlant Illuminati, triangle et lyrics scriptés. Transition. La justice, elle, s'appuie sur des faits vérifiables et la parade des témoins commence. Cassie compare les freak-offs à des tournois de souffrance. Elle raconte avoir vu Diddy jeter des liasses de 100$ comme des confettis sur des escortes apeurées. Le Punisher, ex-garde du corps, 120 kilos de muscles, tatouages tribaux, avoue qu'on lui ordonnait de tourner les caméras pour maximiser le champ. Il nie pourtant avoir vu des vidéos finalisées. Le procureur lui rappelle qu'un disque dur de 8 téraoctets saisi chez lui est plein d'enregistrements. Don Richard, visage livide, décrit un coup de poil manqué. Le métal a sifflé juste à côté de moi. Pourtant, des superstars regardaient sans broncher. Usher, invité bohème aux soirées de West Hollywood, aurait assisté à une dispute finissant en coups. Neuillo affirme, hors micro, ne rien avoir vu. Jimmy Iovine fuit les journalistes.
Michael B. Jordan, simple fréquentation de Cassie en 2015, devient un vecteur de... Diddy aurait envoyé 4 messages vocaux menaçants en moins de 10 minutes. Kanye West, crédité d'avoir calmé Diddy lors d'une altercation, se mure dans un silence médiatique inhabituel. Britney Spears, citée parce qu'elle fêtait un anniversaire avec Cassie en 2007, ne commente pas. Ce silence collectif intrigue autant qu'il indigne. À quel moment l'omerta devient-elle complicité ? Transition. Acculé, Diddy choisit une ligne de défense unique, le consentement. Ses avocats plaident la sexualité non conventionnelle entre adultes volontaires. Pour étayer, ils projettent des extraits de SMS où Cassie semble flirter avant les freak-offs. Le procureur rétorque « Le pouvoir d'un milliardaire fausse la notion même de consentement ». En parallèle, les pénitentiaires interceptent des appels à 3. Diddy emprunte le compte téléphone d'un codétenu pour joindre un ancien assistant, lui dicter un post Instagram accusant Cassie de vénalité. Le juge menace d'ajouter des charges de subornation. Les preuves matérielles, elles, ne mentent pas. Le 25 mars 2024, les agents fédéraux frappent simultanément aux portes des résidences de Diddy à Los Angeles et à Miami. Ce qu'il ramène tient presque du scénario hollywoodien. Des flacons d'huile et de lubrifiant par centaines. Pas une poignée, des étagères entières, comme si on avait vidé le stock d'un grossiste. 3 fusils d'assaut AR-15 modifiés, tous dépourvus de numéro de série, autrement dit, intraçables. Une douzaine de téléphones jetables, certains encore allumés, d'autres volontairement fracassés. Le procureur parle d'une ligne fantôme pour contourner toute écoute officielle. Plusieurs disques durs remplis de vidéos. Les enquêteurs y trouvent dans Journal of des enregistrements de soirées qu'ils décrivent comme freak-offs. Femmes contraintes, drogues en circulation, caméras placées partout. Un vrai mini-pharmacie de fête. GHB, kétamine, ecstasy, soigneusement rangés dans de banals flacons de compléments alimentaires. Quand cette liste devient publique, les partenaires Fulenda Dador di Refugiment à vitesse grand V. Ciroc retire ses campagnes, Révolte TV bascule en mode silence radio, la marque Sean John suspend le versement des royalties. En 48 heures, l'empire financier de Diddy se retrouve en apnée. Plus ces découvertes s'accumulent, plus le procès prend des allures de série judiciaire suivie aux 4 coins du globe. 600 jurés potentiels, 235 recalés pour opinions trop tranchées via réseaux sociaux, 88 excusés pour contraintes professionnelles. Le juge Subramanian veut aller vite. This is not a circus, it's a court of law. La vidéo de l'hôtel Standard, 2016, est diffusée. Diddy attrape Cassie par le cou, la jette au sol, la traîne hors champ. Les jurés détournent le regard, un 3e visionnage est jugé inutile, tant l'image parle d'elle-même. Le New York Times titre « Le MeToo » que le hip-hop n'osait pas nommer. Sur Internet, tout se déforme, se mêle, se viralise. Sur TikTok, un influenceur compile des paroles de Beyoncé et y voit des confessions codées. Un thread Reddit soutient que Meek Mill aurait co-animé des freak-offs. Le rappeur propose 100 000 $ à quiconque prouvera qu'il était sur place. Justin Bieber apparaît dans un ancien vlog décontracté avec Diddy. Certains y lisent une pré-grooming vibe. Et puis il y a 50 Cent. Tous les matins, il poste un nouveau meme. Diddy sur un carton de lait Missing, Jay-Z dans un montage IA de cellules VIP, une raillerie Friends Till the End, sous-fond sonore de Bill Withers. Ce trolling constant entretient l'algorithme. Chaque moquerie relance hashtag, commentaires outrés, partage en cascade et maintient l'affaire en top trending. Mais au-delà du spectacle, un verdict approche. Au terme de semaines d'audience où chaque jour a semblé plus explosif que le précédent, 3 grandes issues se dessinent pour Diddy, et chacune changerait à jamais la façon dont l'industrie se voit elle-même. Condamnation totale. Le jury retient l'ensemble des chefs d'accusation, racket, trafic sexuel, subornation de témoins. La peine peut aller jusqu'à la perpétuité. Diddy deviendrait alors l'exemple ultime du magnate déchu, un Weinstein du hip-hop. Condamnation partielle. Le tribunal écarte les charges les plus lourdes, mais le reconnaît coupable d'infractions fédérales graves. Il écope de plusieurs décennies derrière les barreaux. Libre un jour, il sortirait ruiné financièrement et irrémédiablement marqué. Accord de plaidé coupable. Plea deal.
À la dernière minute, l'accusé accepte de reconnaître certains faits, livre des complices et négocie une peine réduite, 20 à 25 ans, peut-être moins. Cela lui éviterait la perpétuité tout en confirmant son implication. Quelle que soit l'option retenue, le message adressé à tout le show business est limpide. La célébrité n'est plus un bouclier quand les victimes brisent enfin le silence. Elle était chanteuse en devenir, simple partenaire d'un magnate. En osant parler, Cassie a dynamité la forteresse. Dans son sillage, une armée de voix réduit en poussière la loi du silence. Le hip-hop, culture de résilience et de vérité brute, doit maintenant regarder en face l'un de ses plus grands paradoxes, avoir glorifié la réussite, tout en camouflant les monstres tapis derrière les rideaux de velours. Chacun retiendra sa leçon. Le pouvoir n'est plus un bouclier quand la justice, la technologie et le courage des victimes s'alignent. L'empire Bad Boy s'est fissuré, mais il laisse derrière lui un précédent. La preuve que, même au sommet, il suffit parfois d'un témoignage pour tout faire vaciller. Tant qu'il y aura des voix pour briser le silence, aucun roi ne pourra dormir tranquille.